Je passe donc immédiatement la parole à Jeanne Chiron. Alors, je vais moi aussi opérer une substitution de questions qui est sûrement l'apanage. Je ne sais pas si ça. Voilà. Je disais, vous m'entendez ? Une substitution de questions qui semble être l'apanage des doctorants. Comment sortir d'explication de texte ? J'ai plutôt envie de vous demander, et je me suis demandé pourquoi sortir d'explication de texte. Car le présupposé que j'ai cru voir dans cette question était dans quelle mesure doit-on en sortir quand on devient chercheuse ? Et alors là, ça m'a mis face à une énigme profonde et que je choisis de déplacer sur la question de comment fais-je, moi, doctorante qui travaille sur tes textes depuis 4 ans, une explication de texte de spécialiste. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ma pratique et comment, de fait, sortons peut-être d'une explication de texte autotélique, si on peut formuler les explications de texte que nous avons fait en concours, centrées sur elles-mêmes, en une explication de texte qui aurait peut-être une autre forme. Alors, je reprends l'expression de délicatesse de ce lieu d'énonciation que vous avez mentionné pour souligner, même si cela va de soi, la singularité de cette situation de parole devant vous, public, si différent d'un jury et pourtant si similaire face au ressenti qu'il génère en moi. Donc, les questions de la place, de la position institutionnelle, si elles sont passionnantes, je pense qu'on va sûrement les évoquer plus tard. Bref, je prends le parti de l'explication de texte pour 2 raisons très claires. La première, c'est la cohérence avec mon enseignement, puisque je suis une fervente je défends fervemment, c'est encore plus compliqué, cette méthode, à la fois comme un lieu d'apprentissage critique et potentiellement poétique. Alors, je n'ai pas du tout évoqué ça dans mon travail, mais j'utilise notamment la forme dialoguée avec mes élèves pour voir comment soi-même créer un dialogue avec quels critères, alors littéraires, mais peut-être aussi linguistiques. Et deuxièmement, comme lieu de plaisir, et je crois fermement au plaisir généré par la compréhension des mécanismes littéraires. Donc il s'agit pour moi ici de mettre à l'épreuve cette croyance que je théorise, voire même que j'assène de manière assez sadique à mes élèves. Deuxième raison pour laquelle je prends le parti de l'explication de texte, c'est la possibilité d'une compréhension réflexive sur ma pratique de chercheur en début de spécialisation. Alors, je terminerai cette rapide introduction sur la terreur que je ressens, qui a été un peu rassurée par la notion de cobaye qui a été évoquée tout à l'heure et qui me donne au moins le plaisir de savoir que ça sera utile à la réflexion. Alors, j'entre dans cette explication de texte, alors dont je vous prie de pardonner le formalisme, mais je trouve que ça va peut-être nous aider à conceptualiser certaines choses et je m'extrairai un tout petit peu de ma pratique, ce que je ferai beaucoup plus sur celle dont je suis censée être spécialiste. Alors, j'entre dans ce texte de Marot grâce à la hantise des notes Garnier et de la note expliquant le contexte de ce texte, une publication qui fait référence au premier emprisonnement de Marot en 1526 pour avoir mangé le lard en carême, anecdote que tout littéraire ou agrégatif connaît peut-être. Bref, cette épître est publiée bien plus tard, en 1534, et Doley la publie en groupement en 1542 dans un ensemble de pièces qui traitent de cet événement à côté de l'épître à son ami Lion. Alors, c'est là que j'affirme le fait que je ne me permettrai pas d'utiliser ce texte comme un instrument d'intervention sur le réel, comme tu le disais, mais bien proclamer son usage littéraire, enfin mon usage littéraire de ce texte, éminemment fictionnel, et donc potentiellement prendre le parti des potentialités de ce texte et peut-être du délire interprétatif que je vais lui accoler. En tout cas, j'aimerais montrer qu'il y a une différence de ton, notamment avec l'épître à mon ami Lion, et d'usage du littéraire, ici par le déploiement d'une figure d'un poète emprisonné qui développe un plaidoyer afin d'obtenir sa liberté. Et s'y joue la création d'un ethos qui ne se cantonne pas à une revendication d'orthodoxie et confine même à la provocation. Comme j'ai choisi le parti de la méthode, elle a certaines saveurs et je vais lire le texte. Donne réponse à mon présent affaire, docteur. Qui t'a induit à faire emprisonner depuis 6 jours en ça un tien ami qui oncle ne t'offensa ? Et vouloir mettre en lui crainte et terreur d'aigre justice, en disant que l'erreur tient de Luther ? Point ne suis luthériste, né Zwinglien et moins anabaptiste. Je suis de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Je suis celui qui a fait maint écrit, dont un seul vers on en saurait extraire, qui à la loi divine soit contraire. Je suis celui qui prend plaisir et peine à louer Christ et sa mère étant pleine de grâce infuse. Et pour bien l'éprouver, on le pourra par mes écrits trouver. Bref, celui-ci qui croit, honore et prise la sainte, vraie et catholique Église. Autre doctrine en moi ne veut bouter, ma loi est bonne.
Et s'il ne faut douter qu'à mon pouvoir ne la prise exauce, vu qu'un païen prise la sienne fausse. Que quières-tu donc, ô docteur catholique? Que quières-tu donc? As-tu aucune pique en contre moi? Ou si tu prends saveur, me trister de sous autrui faveur? Je crois que non. Mais quelque faux entendre t'a fait sur moi telle rigueur étendre. Donc, refrain de ton courage lire, que plût à Dieu corps tu pusses lire, dedans ce corps de franchise interdit, le cœur verrait, autre qu'on ne t'a dit. Attends me tais, cher Seigneur notre maître, te suppliant à ce coup ami maître, et si, pour moi, à raison tu n'es mis, fais quelque chose au moins pour mes amis, en me rendant par une hors-boutée la liberté, laquelle tu m'as ôtée. Je passe à la problématique et à la construction ici d'un éthos complexe qui me semble dépasser les attentes de l'éloquence judiciaire et s'atteler à construire une figure de poète accusé à tort et peut-être une proposition herméneutique. Alors, j'ai trouvé que le principe de composition était intéressant. Je m'auto-convainc en vous le disant, mais je pense qu'il a une puissance, permet une forme de compréhension, parce que ce texte est encadré par les mentions du contexte de sa création et de l'urgence de ce contexte. Il s'ouvre sur une adresse à Bouchard, rapidement recentré sur le jeu, défini pendant les 3 premières strophes, définissant donc un éthos de poète et une posture essentielle. La contre-attaque a lieu à la fin de la 3e strophe et se solde par un apaisement dans la 4e strophe. Le tout, l'emprisonnement, est une erreur et devrait se résoudre, logiquement, ce qui est présenté dans la 5e strophe, par une libération. Alors pour attaquer le texte de front, je vous rassure, aller assez vite sur ces éléments, mais je pense qu'ils me permettront de saisir plus précisément la saveur de ce texte, et je me place vraiment résolument dans une dynamique de plaisir, pour reprendre des choses qui ont été dites ce matin. Ouverture sur une injonction, les impératifs que l'on retrouve au début et à la fin du texte, et sur une contextualisation qui arrive progressivement, d'abord par une évocation encore allusive de l'enjeu, placée à la rime du premier vers, le présent affaire avant tout caractérisée par son actualité. On entre dans une dynamique de l'urgence. Autre contextualisation, c'est la situation carcérale de Marot, définie progressivement, d'abord au vers 3 par le terme emprisonné, et ensuite par son actualité depuis 6 jours en ça. Et enfin, cette contextualisation est dramatisée au vers 5 et 6 avec la crainte et terreur d'aigre justice. Alors cette contextualisation va de pair avec la représentation de l'interlocuteur. Alors c'est là que j'ai trouvé les choses qui, moi, m'excitent, excusez-moi, bref. Alors l'interlocuteur en cause de l'emprisonnement, cause qui semble aller de soi à la première lecture, mais en fait une lecture plus fine, laisse apparaître une déresponsabilisation peu flatteuse de ce docteur. Alors regardez la première question qui t'a induit à faire emprisonner, qui est en fait reprise implicitement au vers 5 et qui suppose une absence d'autonomie dans la décision du docteur. De plus, une impression de volonté méchante se dégage du vers 5, où l'usage du verbe vouloir mettre en lui, donc en moi, crainte et terreur, génère cette interprétation. Alors tout cela me semble amener à une remise en cause du sémantisme de l'adjectif docte dans docte-docteur. Nous avons effectivement une paronomase, docte-docteur, mais qui confine à l'antiphrase, ce docteur n'a de docte que le nom. Cette idée d'une puissance négative me semble corroborée par la représentation du jeu en victime. En victime, alors je vais vite, innocente, elle est objet de l'emprisonnement, alors que l'adverbe onc insiste sur l'absence de cause à cet emprisonnement. C'est aussi une victime qui est dans l'incompréhension, ce que souligne la logique des questions ouvertes et répétées. Une victime souffrante, que l'on voit, à mon avis, dans le changement de rythme du vers 5, donc le passage à un rythme 6-4, alors qu'avant on était dans une régularité 4-6, qui insiste sur la crainte et la terreur. Tout cela aboutit à l'idée que cette victime, ce poète, ne saurait être associé aux hétérodoxies dont il se défend ensuite. Il s'en défend par une syntaxe claire, voire limpide, point ne suit l'utériste. On peut noter d'ailleurs ici une réécriture assez dangereuse qui est notée dans les notes de Garnier, de la version de 1532, qui était « et moins anabaptiste » par « et encore moins papiste », qui, vous l'imaginez, était un petit peu plus dangereuse. Mais cette absence d'association, il y a aussi une absence d'association à Luther par l'ellipse du jeu en disant que l'erreur tient de Luther, et une apparition seule du je explicite dans la déclaration de foi « Je suis de Dieu » et par son Fils Jésus-Christ. Alors, ici, on a peut-être le début d'une piste vers cette
formulation, peut-être, alors pas hétérodoxe, mais en tout cas une suspicion de possible double discours dans le christianisme affirmé, mais qui n'est pas nécessairement orthodoxe. Alors, je vais plus vite maintenant sur le déploiement de la définition du jeu, qui me semble là synthétisable en des points très simples, notamment par l'ordre de la présentation d'un ethos spécifique et la possibilité de la double interprétation que je notais à l'instant. Dans l'ordre, d'abord, je suis celui. Excusez-moi, l'anaphore que tu as déjà mentionné dit bien qu'il s'agit d'une définition du jeu. L'ordre, d'abord, on mentionne les écrits en premier comme preuve de l'intégrité et de l'orthodoxie, qui sont envisagés sous deux formes. D'abord, le corpus général et ensuite les écrits particuliers consacrés à des actes de foi. Ces écrits encadrent la strophe et servent de preuve. Et nous voyons bien ici que les preuves sont en premier lieu textuelles et en second lieu celles des croyances personnelles. De plus, construction d'un ethos poétique, alors là je vais assez vite, que c'est des écrits des douanes, par la conformité avec la loi divine, par la régularité, la totalité des adverbes, des adjectifs utilisés, un seul vers, et par le fait que le travail lui-même dédouane le poète, défini par la coordination plaisir et peine. Bref, un ethos défini par son travail poétique et par son corpus, qui le garantissent de toute accusation future. Alors, on en arrive à la profession de foi et à ce jeu sur le fil de celui qui tente d'interpréter les choses et d'y chercher des potentialités hétérodoxes. Alors, dans ce bref qui ouvre la troisième strophe, qui a un sémantisme, pour un mot anodin, assez fort, ce « en résumé », qui nous amène à comprendre que, à partir des œuvres, on peut déduire des écrits d'un homme les preuves de sa foi. La profession de foi, elle aussi, a une force affirmative, j'irais jusqu'à lourde, marquée par des effets ternaires et par une simplification syntaxique. Mais, et là on en arrive à nos plaisirs d'équivocité, qui à mon avis nous fédèrent un peu tous, nous avons des pistes par-delà la transparence du discours, dans vraie, sainte et catholique Église. Alors, moi, je suis suspecte à partir du moment où il y a deux fois un rythme ternaire, en bonne ancienne agrégative, et deuxièmement, dans l'adjectif catholique, dont on sait que l'adjectif ne désigne pas nécessairement la confession, mais peut-être aussi l'universalité de la foi. Alors, je note la rime qui, moi, me fait sourire entre pique et catholique. Et enfin, la possibilité d'une compréhension distanciée, alors de la phrase suivante qui m'a posé problème de compréhension, dans le « Et si ne faut douter qu'à mon pouvoir ne la prise exauce, vu qu'un païen prise la sienne fausse ». Et merci André de m'avoir permis de comprendre cette partie. Et où en fait le raisonnement est très clair. Je suis moi-même... Enfin, n'est pas très clair, pardon. Mais le fait que je valorise ma foi, excusez-moi, j'ai encore du mal. Le raisonnement, je reviens à mes notes, excusez-moi. Le raisonnement incite justement à douter des raisons de cette estime. Ah oui, du fait qu'il prise sa propre foi, parce qu'elle est comparable à celle d'un païen, au fait que celle d'un païen prise la sienne. Il me reste 2 minutes, j'accélère. Nous en revenons à Bouchard en accusateur et en accusation redoublée par cette anaphore expressive, alors j'espère avoir noté à la lecture, « Que quiers-tu donc ?» et l'hypothèse à peine voilée d'une vengeance personnelle et mesquine que l'on voit dans le terme et dans le sens du terme « pique », qui signale une brouille, un désaccord, voire une vexation, donc absolument mesquine par rapport à la question en jeu. Alors, on voit aussi la potentialité d'une cruauté perverse dans ce prendre saveur, et qui renforce l'effet de rupture qui se crée à « je crois que non ». Alors, avant-dernière strophe, et là on a la mise en scène d'une grandeur d'âme du poète qui, après la force de l'insinuation qu'il a développée avant, en arrive à un adoucissement, mais qui ne tarit pas la décrédibilisation de l'adversaire qui a eu lieu précédemment. L'ultime argument, alors je vais juste m'attarder sur encore un enjeu interprétatif qui m'a fait sourire, c'est le « Attends me tais, cher Seigneur notre Maître », qui au début j'avais longuement explicité comme un redoublement sur la puissance hiérarchique et qui en fait n'est que le terme institutionnel d'adresse à un docteur théologien de la Sorbonne, donc le Magistri Nostri, qui m'a signalé les possibles dérives de l'interprétation féroce à laquelle je m'adonne, je vous l'avoue, avec plaisir. Alors, en conclusion, je dirais qu'il y avait ici
la question des écrits en prison m'a semblé intéressante dans cette approche généraliste d'un texte. En tout cas, la mise en scène d'un contexte précis sert à déployer un discours savamment duplice, à la fois déférence à l'égard de Bouchard et à la limite de l'injure, à la fois acte de foi et incertitude quant à l'orthodoxie. Deuxième chose, et là, la question des stratégies littéraires plus complexes dans la présentation de cet ethos qui permettent à la fois la mise en scène d'une puissance poétique marquée par la maîtrise, on en arrive à la ritournelle du préparateur de l'agrégation, mais aussi la définition d'un corpus orthodoxe dans lequel, comme dans tout être, la lecture est la principale voie pour trouver des preuves. Il me semble que c'est ici une leçon d'herméneutique qui a une grande saveur. Merci. Donc, oui, c'est à moi de reprendre. On prend Excusez-moi pour secondes le rythme militaire de cette présentation. Alors, je suis tentée de refaire totalement mon explication de texte de spécialiste à l'aune de ce que j'ai entendu ce matin, et notamment face à la possibilité d'exprimer des enjeux que je vous avoue n'avoir pas osé formuler. La question de la place que je devais prendre ici m'a vraiment profondément taraudée. Alors, mais je vais vous proposer quelque chose qui est à la fois moins une explication de texte linéaire que des enjeux, des points spécifiques qui me semblent notables dans ce texte, et aussi une démarche un tout petit peu réflexive, parce qu'il me semble que j'ai des propensions de jeunes chercheurs ou de chercheurs en cours de spécialisation qui sont le lot de nombre d'entre nous, puisque nous sommes nombreux dans cette salle. Alors, j'avais commencé par vouloir signaler le caractère d'exception, voire même exceptionnel de ce texte, qui est exactement la reconnaissance que je suis en train de fabriquer de ce texte et dont on parlait tout à l'heure. Alors, un texte exceptionnel, et croyez-moi, parce qu'il s'agit des derniers feux d'une œuvre qui a été profondément réécrite pendant plus de 10 années par un auteur que j'aime beaucoup. Et nous avons là l'ultime état d'un texte au moment de la mort de son auteur. Et le travail génétique sur ce texte est absolument passionnant parce qu'apparaît dans la version que vous avez là des données qui étaient absolument absentes auparavant, et notamment la mention de ce censeur qui est une figure à peine dissimulée de Rousseau, qui vient regarder la narration, regarder l'œuvre telle qu'elle s'est finie et faire part de ses critiques, ou en tout cas générer un regard critique sur l'œuvre. Deuxième caractère exceptionnel de ce texte, notamment pour mon corpus de doctorante, c'est que nous avons là un regard synthétique et conclusif sur des partis pris éducatifs dans l'œuvre et qui entrent en résonance, donc dans le cadre là de la constitution de mon corpus de thèse qui traite du dialogue éducatif des Lumières, avec une myriade de textes où ces partis pris donc éducatifs trouvent une place plutôt dans le paratexte, plutôt sous forme de déclaration d'intention, et non pas, là pour reprendre à nouveau ce terme, la même saveur. Alors, il me semble que là, l'inscription de ces questions théoriques au cœur de la fiction font partie des enjeux de ce texte et des enjeux qui font qu'il est extrêmement intéressant pour moi et je l'espère peut-être pour vous. Alors, il illustre de plus une volonté réflexive, illustrée là dans des composantes essentielles. D'abord, qu'est-ce que se situer dans une fiction éducative pour une femme du clan philosophique à la fin de sa vie? Eh bien, nous en avons une réponse assez éclairante ici. C'est à la fois prendre parti par rapport à Rousseau, donc Rousseau qui, avec notre regard rétrospectif, est essentiel, mais qui l'est aussi tout autant en 1780. Je rappelle que l'Émile est publié en 1760. Et intégrer le deuxième enjeu de ce texte, et de cette manière qu'a cette femme écrivain de se situer par rapport à une fiction éducative, c'est d'intégrer la pratique du dialogue éducatif, dans une filiation extrêmement large, et qui là est une filiation philosophique qui, croyez-moi, est étonnante, voire aberrante. Et enfin, nous avons ici un texte qui m'incite moi en tant que chercheur à me situer moi aussi au cœur d'un patrimoine de discours critiques qui ont pu utiliser ce texte, voire même en faire le principal exemple, en faveur d'une ambition philosophique de Louise d'Épinay dans ce texte. Il s'agit véritablement des usages d'un texte. Et il me semble que l'explication de texte serrée, près du texte, permet
alors je vous le dis tout de suite, de nier cette interprétation et d'en arriver à une interprétation, à mon avis, plus juste du texte. Et c'est pour cela que j'ai choisi de prendre cette forme. J'ai choisi cette forme exactement. Pardon. Alors, nous avons donc ici, alors pour en faire une problématique, un déploiement stratégique du regard rétrospectif sur l'éducation contenue dans l'œuvre et la présentation d'une nouvelle loi, celle de l'éducation, qui serait celle du lycée. Alors, je passe assez rapidement, mais il me semble que beaucoup de remarques formelles permettent de comprendre la situation d'un auteur femme. Alors, je ne m'étendrai pas sur cette question-là, mais d'un discours de justification du projet qui a eu lieu ici. Vous n'ignorez pas qu'à l'importance, je passe sur le double discours, la destination à la fois intrafictionnelle et extérieure, mais sur le fait aussi que nous avons ici dans cette première réplique une répétition formalisée, synthétique des principes qui étaient épars dans la fiction, qui ouvraient et fermaient les conversations, etc. Deuxièmement, nous avons des indices d'une position philosophique. Alors, et c'est peut-être là la lecture du spécialiste, si tant est que je l'ai, c'est le fait de repérer des termes clés, alors notamment les premières années de l'enfance, qui montrent clairement que nous avons là un discours où les catégorisations de l'enfance en fonction de catégorisation du temps font écho à des débats structurels. Enfin bref, des débats importants. C'est-à-dire exactement la question de la culture l'ivresse qui s'oppose aux injonctions de Rousseau dans l'Émile, dans l'âge de nature, qui est l'âge de 2 à 12 ans, qui forme le livre 2 de l'Émile. De la même manière, le texte s'ancre dans une position philosophique avec l'expression exercice et mouvement habituel qui nous semble qui peut passer inaperçu, mais qui en fait, avec ce terme d'habitude, l'auteur exprime clairement son adhésion profonde au projet rousseauiste de, je cite le livre 1 de l'Émile, préparer le règne de la liberté et de l'usage des forces, donc de l'usage des forces des enfants, en laissant à son corps l'habitude naturelle. L'auteur ici se situe très clairement par rapport à des débats du temps et c'est peut-être à cette lecture, alors je réutilise le terme qui a été utilisé ce matin, de lecture excentrique, ou en tout cas d'extériorisation de la lecture pour nourrir et peut-être contextualiser aussi l'œuvre. Alors, je ne résiste pas à vous faire une mention d'une autre présence de ce censeur dans le texte qui a de multiples facettes et qui est présent juste après, quand la mère parle de ce censeur qui, je cite, prétend qu'un jardinier, qui n'aurait qu'une seule plante à soigner, alors là c'est Rousseau en grand, courrait de grands risques de lui nuire par trop de soins, par un excès d'attention et de culture. Réponse de la petite fille: mon Dieu, madame, votre censeur m'impatiente avec son jardinier. Ce monsieur me prend apparemment pour une laitue. Vous voyez, là, on est complètement dans les débats du temps et c'est ce jeu autour de l'Émile qui structure tous les textes éducatifs de cette époque. Alors, la figure d'Émilie, qui apparaît ensuite, n'a pas la même. Alors, à nouveau, le terme de la valeur stylistique qui apparaît dans ce texte-là est assez intéressant parce que personnellement, je trouve ça pas aussi bien que d'autres moments du texte. Puisque sa parole est un objet profond, essentiel de réécriture du texte. Ici, nous avons juste une réécriture synthétique de données éparses dans le texte. Ce personnage qui a été défini par ses cabrioles, par sa démangeaison de danser, ici est à nouveau défini par des termes assez simples, les verbes courir, danser, sauter, etc. Mais cela a trait des enjeux théoriques fondamentaux de conception de l'enfance, mais je vous prie de me croire sur parole. La question de la ville et de la campagne, je passe aussi, c'est un enjeu qui structure les débats du temps. Et je finirai, ou en tout cas Il me reste 6 minutes. Ah bon, d'accord, excusez-moi. J'ai un problème de timing. Donc je vais m'attarder un tout petit peu sur la question de la vraisemblance de l'échange, dans la question du passage d'une réplique à l'autre, parce que c'est l'enjeu poétique de ces textes, c'est de motiver le passage d'une réplique à l'autre. Alors on en a un petit exemple ici, dans le passage de la réplique Vous me rappelez là un autre de mes torts. Comment vous nous reprochez nos conversations? C'est l'idée que pour passer d'une... Alors c'est la technicité un petit peu du dialogue. L'idée que l'on passe par des justifications d'une part fictionnelles, d'une réplique à une autre, la fiction d'une remémoration qui fait office de transition, ou alors par des justifications sémantiques dans ces appels à la précision et à l'approfondissement que nous voyons dans comment vous nous reprochez nos conversations, etc. Alors, je passe assez vite, mais sachez que
différence de ce texte avec les autres, c'est le fait qu'ils sont teintés, enfin que ces échanges ici sont teintés d'éléments psychologiques ou affectifs qui apportent une densité à cet échange et peut-être une saveur littéraire, en tout cas qui participe sûrement de mon goût pour ce texte. Alors, je saute assez rapidement pour en arriver à ces stratégies, à ce que j'ai analysé comme une stratégie rhétorique de légitimation de l'ambition littéraire. C'est un petit peu compliqué, mais bref, le fait que Épinay utilise la référence philosophique, non pas pour donner une densité philosophique à son texte, comme il est souvent dit de ce texte, mais plus exactement pour justifier ou légitimer son ambition littéraire à l'intérieur du texte, en utilisant l'argument du champ philosophique. Et alors, cela est fait non pas par une simple mention, et je vous invite à regarder la deuxième page, non pas par une simple mention, mais par une appropriation et une insertion dans la fiction de ces données théoriques, à la fois par le langage enfantin. Alors, les proclamations théoriques du texte sont de descendre au niveau de l'enfance, qui sont des proclamations roussellistes, et ils sont ici faites en acte avec la réaction de l'enfant. Comment dites-vous cela? Comment les appelez-vous déjà? Donc une double demande de répétition. Une évaluation du mot péripatéticien par un adjectif, qui sont les indicateurs langagiers de l'enfant. Le long, l'ennui, ces adjectifs assez simples, qui sont des termes qui sont récurrents dans la parole de la jeune fille. Et enfin, par une logique de traduction et d'explicitation qui correspond à la posture de cette femme, de cette mère, mais de cette femme éducatrice qui endosse les fonctions de glose et d'explicitation, je vous cite, c'est-à-dire pormeneur, ou l'usage de l'analogie pour expliciter le sens du lycée. Alors, j'ai pas eu le plaisir de lire ce texte, mais son effet me semble assez. J'ai eu l'occasion d'en voir l'effet sur un public. Ça ne marche pas avec vous parce que je le lis pas, mais peut-être pour d'autres raisons. Mais en tout cas, dans l'explicitation du lycée, qui était à peu près les Tuileries d'Athènes, il y a un sourire qui me semble recherché par l'auteur et qui permet, par l'humour, d'importer une référence qui est profondément extérieure au texte. Alors voilà, la fin du texte montre une autre manière d'intégrer la référence philosophique à un discours éducatif par la parole de la jeune fille. Vous ne pouvez me faire grâce d'aucune de ces syllabes. C'est faire grâce qui mime, qui montre, qui décèle une emphase. Qui est une emphase qui mime la douleur à cause de la longueur du nom, et le jeu de « je vous en rends deux de plus », etc. Mais cette caractéristique du texte permet l'acceptation, mine de rien, je dirais, de la référence philosophique pour les promenades qui est le dernier mot de notre texte, mais qui était l'enjeu essentiel de la posture pédagogique de Madame d'Épinay, qui, d'une certaine manière, a essayé de souligner dans sa fiction à quel point elle était ancrée dans le mouvement et dans la constitution du corps. Alors je conclurai cette rapide explication. Alors en fait j'aurais fait une conclusion sur le texte, mais j'ai plus envie de faire une conclusion par rapport à nous. Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à m'adapter par rapport à mes notes, et notamment par rapport à ce qu'on a dit ce matin, puisque je voulais conclure sur l'utilisation de ce texte comme un argument pour noter les inspirations philosophiques de l'auteur, et qui me semblait être un excès interprétatif. Et en fait, il me semble que ma pratique à moi sur ce texte a besoin de l'explication de texte, justement pour en revenir à ce que tu appelais la lettre du texte, que certains d'entre nous appellent la lettre du texte, c'est-à-dire essayer de dégager à quel point le jeu littéraire, c'est le jeu littéraire qui permet à la fois la légitimation de la qualité éducative de ce texte, et en plus d'affirmer des partis pris qui pourront être réutilisés dans de nombreuses filiations. Je vous remercie.